À l'approche des fêtes, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui notre premier partenariat 100% français sur notre chaîne, l'entreprise Terre de France et ses produits français artisanaux. Ce qui nous a tout de suite attiré avec Terre de France est sa vocation, concevoir et produire des produits français pour reverser les bénéfices à 3 secteurs en France qui sont eux aussi chers à notre chaîne et comme vous le savez qui sont dans un grand besoin. Tout d'abord la défense avec l'association Entraide Défense qui vient en aide aux familles endeuillées, aux militaires blessés ou dans le besoin en opération. L'agriculture avec la filière paysanne qui agit pour une agriculture et une alimentation locale en assurant aux paysans un revenu juste par rapport à leurs valeurs, et enfin les écoles rurales avec la fondation Espérance Ruralité pour financer la création d'écoles rurales et soutenir notre jeunesse. Depuis 2018, Terre de France propose ses produits au service du pays. Sa grande spécialité réside dans ses parfums pour hommes et pour femmes, très sobres, en parfaite note avec les valeurs qu'ils défendent. La création, la fabrication et la mise en flacon du parfum sont réalisées en France. Ce sont des flacons de 100 ml qui viendront en livraison tous les 2 en coffret. Et je rappelle que 100% des bénéfices sont reversés à des associations qui aident des agriculteurs, des militaires et des écoles rurales. Si vous voulez plus que des parfums, Terre de France produit également des boîtes de savon fabriquées dans une ancienne manufacture royale de Provence. Et enfin, pour ceux qui aiment le cuir, je vous invite à regarder la nouveauté 2020 de Terre de France, le portefeuille français fabriqué par un artisan partenaire en Vendée. Vous nous avez demandé des partenaires 100% français, nous en avons trouvé. Maintenant, ce partenariat, il est entre vos mains. Commandez dès maintenant sur le site web Terre de France que vous trouverez épinglé en commentaire et dans la description. Tout est conçu et produit en France, reversé à des associations dans des secteurs qui sont les fondements de notre pays. C'est vraiment l'occasion à ne pas manquer. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'actualité pour une fois mais pas non plus intégralement car la question est aussi ancienne. Je rappelle les grandes règles de la chaîne, tenter d'observer et décrypter avec pragmatisme ce qui se passe dans la géopolitique et les relations internationales. En l'occurrence ici, on va parler de guerre et YouTube déteste ça, donc pour que cette vidéo soit un minimum référencée, je vous invite déjà à cliquer sur le bouton j'aime et à commenter cette vidéo, sans oublier de vous abonner bien sûr. Vous le savez je pense, l'actualité depuis fin septembre retient le conflit armé qui se déroule dans le Sud-Caucase entre le Haut-Karabakh soutenu par l'Arménie d'un côté et l'Azerbaïdjan de l'autre, avec l'implication de puissances extérieures majeures de la région, d'un côté la Russie qui souhaite arbitrer le Caucase et aussi de l'autre la Turquie et notamment son courant pan-turc qui influe du côté de l'Azerbaïdjan. Chose que j'aimerais dire aussi, on va faire un focus dans cette vidéo autour d'un bout de région, mais n'oubliez pas que pour tout ça il faut prendre un recul immense. La géopolitique c'est une combinaison d'éléments géographiques avec des échelles petites et grandes, par exemple ici on parle du Karabakh, mais on a ensuite la rivalité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais au-dessus encore, en dézoomant, on a le Caucase, la montagne des peuples, comme disent certains géographes, cette mosaïque ethnique et religieuse entre ingouches, tchétchènes, géorgiens, arméniens, azéris, etc. Puis en prenant encore du recul, on voit le Caucase comme un verrou et une zone stratégique, avec 3 acteurs historiques majeurs, la Russie, la Turquie et l'Iran, et c'est surtout les 2 premiers qui se battent depuis des siècles pour influencer la région qui nous intéresse ici. Ce rappel fait, on va pouvoir se plonger dans le cœur du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que le Haut-Karabakh ? En fait, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont déjà battus pour des questions territoriales avec l'éclatement de l'Empire russe pendant la Première Guerre mondiale sur fond d'influence de l'armée ottomane ou allemande, puis une occupation britannique en 1919. S'ensuit la guerre civile russe, puis la prise de pouvoir définitive par les bolcheviks, qui forment d'abord une immense république socialiste soviétique de Transcaucasie qui regroupe tout le Caucase. À terme, le découpage ethnique pour former les différentes républiques socialistes soviétiques du Caucase devait inclure la région du Karabakh dans la RSS d'Arménie, logique pour un territoire à 94% composé d'Arméniens à l'époque. Mais les protestations des dirigeants azerbaïdjanais et l'antisoviétisme latent à Yerevan, la capitale arménienne, font finalement pencher la balance du côté de la RSS d'Azerbaïdjan qui semble plus fidèle au régime. Le Karabakh est donc rattaché à la RSS d'Azerbaïdjan en 1923. Dans les années 80, dans le contexte de la perestroïka sous Gorbatchev, le soviet régional du Karabakh vote en 1988 pour son unification à la RSS d'Arménie. Gorbatchev s'y oppose néanmoins, ne voulant pas revenir sur les précédents débats ni les accords de fondation des républiques caucasiennes des années 20, citant l'immuabilité des frontières selon l'article 78 de la constitution soviétique. Il est aussi à noter qu'à l'époque, à la fin des années 80, le Karabakh compte environ 75% d'Arméniens sur son sol. Vous vous doutez maintenant, on a là un cas de poudrière classique de la guerre froide qui n'attend qu'une chose pour exploser, la fin du régime soviétique et l'implosion du bloc de l'Est, et c'est ce qui va se passer bien sûr. En 1988, les heurts ethniques sont de plus en plus frappants dans la région sous contrôle azéri. Les manifestations sont bien sûr réprimées dans le Karabakh, et pour attiser encore les tensions ethniques, des membres des forces armées azerbaïdjanaises commettent l'impensable avec le pogrom de Sumgait, une petite ville au nord de Bakou, pendant 3 jours, à compter du 27 février 1988,
Plusieurs dizaines d'Arméniens sont massacrés, violés ou battus dans la ville. Ce pogrom va avoir une répercussion majeure sur l'opinion arménienne qui voit l'Azerbaïdjan comme compatissant. L'URSS, toujours en charge, envoie alors des troupes sur place pour calmer les violences et prendre le contrôle du Karabakh dans le même temps, tout en restant impuissant. Une succession de faits comme la mauvaise gestion du séisme en Arménie, qui fait plus de 25 000 morts, ou encore l'emprisonnement des membres du comité du Karabakh, fait perdre toute confiance des Arméniens envers l'URSS de Gorbatchev. Dans le même temps, les meurtres et assassinats se poursuivent des deux côtés. En janvier 90, un autre pogrom de la population arménienne, à Bakou même, force la réaction soviétique qui compte rétablir l'ordre. L'armée soviétique est envoyée se battre face aux militants azéris, faisant des centaines de morts. Les combats s'étendent rapidement à d'autres villes d'Azerbaïdjan. Mais alors que l'URSS se désintègre politiquement en 91, les républiques déclarent progressivement leur indépendance, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et avec elles la continuité des tensions dans le Karabakh qui forme une république arménienne indépendante et où la population arménienne et azérie s'arme de plus en plus. Une dernière tentative de Gorbatchev et de l'Azerbaïdjan pour désarmer la région échoue, et a même l'effet inverse en fait, puisque la résistance arménienne dans le Karabakh se forme et se regroupe avec des volontaires venus en masse d'Arménie. D'un côté, le discours arménien explique lutter pour sa survie, la disparition du Karabakh ne serait que la première étape d'une disparition totale de l'Arménie, et de l'autre, l'Azerbaïdjan met en avant le nationalisme arménien comme principal danger, qui ne s'arrêtera pas au Karabakh, mais qui souhaite retrouver les frontières d'une grande Arménie. Le gros du conflit se déroulera ensuite de 92 à 94. Cette première guerre du Haut-Karabakh est très marquée par l'histoire et les symboles. Les Arméniens considèrent les Azéris comme des Turcs et vont mettre en avant les grandes figures de la résistance arménienne face à l'Empire ottoman. La mobilisation est générale dans la République du Haut-Karabakh pour les hommes de 18 à 45 ans, avec de nombreux volontaires en plus. La doctrine est cependant très désorganisée et marquée par l'esprit d'initiative. En face, l'armée azerbaïdjanaise est aussi une armée de conscrits avec de nombreux volontaires dans les premiers mois. Elle possède tout de même l'avantage économique avec la rente pétrolière de l'Azerbaïdjan et des forces paramilitaires, aussi bien de la mouvance pan-turque comme les loups gris que des mercenaires ou encore des moudjahidines afghans. Il ne faut pas oublier aussi que le monde soviétique était en complète désintégration à cette époque et dans une anarchie totale. Vous ajoutez donc à cela des anciennes troupes de l'URSS qui offrent leurs services aux deux parties ou aux plus offrants, la vente d'armes au gros par les cadres de l'armée soviétique démantelée et vous obtenez la première guerre du Karabakh. Pour les chiffres, on parle d'environ 40 000 hommes des deux côtés, avec un net avantage pour le matériel du côté azéri, en artillerie, en chars, transport de troupes et surtout en force aérienne, mais l'Azerbaïdjan ne saura pas les utiliser à son avantage à l'époque. La clé de voûte du conflit, et retenez-la bien car elle est encore d'actualité, c'est le fameux corridor de Latchine qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Pour résumer le déroulement de la guerre, en 4 mois, l'Arménie va prendre l'ascendant en prenant le contrôle de la ville de Khojaly, où se situe le seul aéroport de la région à la fin février. Elle prendra ensuite la ville de Choucha, une ville bastion de la région en mai, et finalement le corridor de Latchine qui sera contrôlé fin mai pour l'Arménie. En juin, l'Azerbaïdjan contre-attaquera avec l'opération Goron Boy et prendra contrôle du Nord-Karabakh. Et après une pause hivernale, les combats vont reprendre encore une fois à l'avantage de l'Arménie, tandis qu'en Azerbaïdjan, la crise politique va mener au pouvoir Haïdar Aliyev, qui est le père de l'actuel président au pouvoir. Et l'Azerbaïdjan va continuer d'essuyer de nombreux revers avec une tactique militaire infructueuse. Le conflit va finalement se geler avec le cessez-le-feu de mai 94. Après le cessez-le-feu, le Haut-Karabakh devient une entité fantôme, le droit international ne le reconnaît pas comme tel. Sur le papier, il s'agit en effet d'un territoire séparatiste de l'Azerbaïdjan. Dans les faits cependant, c'est une république autonome avec son gouvernement et sa constitution. Depuis 1994, la région est donc couramment en proie aux escarmouches. On a eu cette guerre des 4 jours en avril 2017 où l'Azerbaïdjan a gagné quelques hectares de zone et le conflit traîne jusqu'en 2020. Et c'est comme ça qu'on arrive au moment de l'actualité, la deuxième guerre du Haut-Karabakh. Le 27 septembre 2020, les bombardements azéris sur le Haut-Karabakh marquent le début de la deuxième guerre. Cette fois, l'ascendant est du côté de l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, et la présence de djihadistes qui n'est pas à ignorer non plus. L'objectif porté par le président azéri Aliyev est simple, il faut bouter la présence arménienne de l'Azerbaïdjan et rétablir l'intégralité territoriale. Contrairement à la première guerre, l'avantage est à l'Azerbaïdjan, mieux armé, plus stable politiquement, soutenu par une mouvance pan-turque et la Turquie d'Erdogan en plus avec le droit international de son côté qui rend caduque toute intervention étrangère. Sur le papier, l'Azerbaïdjan agit en effet de son plein droit. Bien sûr, on ne va pas revenir sur l'inutilité de l'ONU, de l'Union Européenne ou encore des États-Unis et de la France qui condamnent, souhaitent l'arrêt des combats, mais n'ont toujours pas compris que le vrai logiciel de la géopolitique ce sont les actes et pas les paroles.
Le moment de l'attaque est donc parfait, le monde occidental est bridé par le Covid-19, les États-Unis sont en plus dans un contexte d'élection présidentielle décisive à arriver, et la Turquie a pu constater qu'elle pouvait avancer ses pions en toute impunité depuis plusieurs années maintenant, aussi bien en Libye, en Syrie ou encore en Grèce. On va surtout se concentrer sur le résultat plutôt que les actions militaires. Il est clair que l'Arménie, avec toute la bonne volonté du monde, n'avait pas les moyens pour lutter contre une force militaire et technologiquement supérieure, soutenue en plus directement par un voisin majeur, la Turquie. Alors l'Azerbaïdjan récupère plusieurs districts perdus lors de la première guerre qui vont lui être remis par l'Arménie et principalement la ville stratégique de Choucha que l'Azerbaïdjan a reconquis. Pour autant, l'Arménie a réussi à protéger le corridor de Latchine qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie, ainsi que l'enclave du Haut-Karabakh qui demeure toujours une république autonome. En fait, la victoire militaire de l'Azerbaïdjan est un fait, la victoire politique en revanche est à nuancer. Le Haut-Karabakh existe toujours, la zone est reliée à l'Arménie et la Russie va envoyer 2000 hommes sur place pour prévenir tout conflit futur qui impliquerait de fait la Russie. En fait, le vainqueur politique c'est bien la Russie. Par un habile jeu de patience et de prudence, elle a réussi à imposer les accords de Kazan, qui avaient été négociés en 2011 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous arbitrage russe, mais qui avaient été rejetés finalement par l'Azerbaïdjan. Ces accords prévoyaient une rétrocession par l'Arménie des territoires conquis autour du Karabakh et un statut intermédiaire pour le Haut-Karabakh. En fait, la deuxième guerre, sans le vouloir, a conduit à cette situation qui aurait pu se résoudre sur la base des accords de Kazan. Mais du coup, qui a gagné? On a déjà un petit peu répondu à cette question. C'est un fait, l'Azerbaïdjan est un pays économiquement plus dynamique que l'Arménie. Il bénéficie bien sûr de ses ressources en pétrole, d'un accès à la mer Caspienne, d'une armée moderne et d'un soutien de grande qualité de la part de la Turquie, principalement ici avec les drones turcs qui se sont distingués. L'Arménie, quant à elle, est enclavée dans les montagnes, n'a pas une économie aussi solide que son voisin, et les crises politiques se succèdent avec par exemple la révolution de 2018 qui a rebattu les cartes d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. Il n'y a qu'à voir la réaction face à la défaite annoncée par le Premier ministre pour comprendre que l'instabilité politique en Arménie ne joue pas en sa faveur et que le régime est faible. En face, l'Azerbaïdjan a adopté un régime autoritaire sous la présidence d'Aliyev père, puis de son fils à partir de 2003, qui lui a permis de se développer et de se solidifier. L'Azerbaïdjan n'est plus cet état fragile des années 90, sur lequel la cause ethnique arménienne suffisait pour gagner la guerre. Et finalement, le vainqueur politique, c'est la Russie, qui joue un double jeu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis un siècle. Plus encore, le Caucase est une clé stratégique pour la Russie, qui avait déjà suscité les rivalités avec l'Empire britannique au XIXe siècle dans le Grand Jeu, et là je vous renvoie à ce que j'avais dit en début de vidéo, c'est-à-dire l'échelle de la géopolitique qui diffère d'un pays à un autre. La Russie a besoin de s'imposer comme force militaire dans la région, tout en limitant l'influence turque grandissante, et donc otanienne par définition. Je rappelle aussi que la Turquie fait du pied au pays d'Asie centrale, là encore un terrain de rivalité avec la Russie. Pour comprendre ce double jeu, déjà à l'époque de la première guerre, l'URSS s'était rangé du côté de l'Azerbaïdjan dans la posture politique, et au début du conflit pour tempérer les ardeurs des séparatistes arméniens. De l'autre côté, la lutte contre la mouvance pan-turque dans le Caucase et l'islamisme révélait aussi une participation russe du côté arménien. Dans les faits, les deux pays accusaient mutuellement la Russie de favoritisme. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que la Russie des années 90 n'avait pas cette même marge de manœuvre qu'aujourd'hui. Le pays était totalement à terre comme toutes les républiques socialistes soviétiques. Enfin, la Russie a réussi à s'imposer à la toute fin du conflit sans se brouiller avec l'Azerbaïdjan et malgré un hélicoptère russe abattu par mégarde. La Russie, en puissance pragmatique, conserve ses relations avec l'Azerbaïdjan, qui est un partenaire commercial très important qui ne doit pas être jeté dans les bras de la Turquie. L'Arménie est tout aussi importante stratégiquement, mais isolée ethniquement et est limitée dans ses relations. De fait, elle est donc dépendante de la Russie. Une dépendance politique que lui a montré la Russie en imposant notamment le cessez-le-feu. En bref, c'est un beau brelan d'as pour la Russie qui gagne la mise, tandis que l'Azerbaïdjan se retire avec une main gagnante et que l'Arménie tchèque en conservant une grosse part de ses gains. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, elle était plutôt longue, j'attends bien évidemment vos réactions en commentaire. Comment voyez-vous donc la résolution de ce conflit? Un grand merci encore à notre partenaire Terre de France, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web, et je vous dis à la semaine prochaine.